Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il fait un temps qui n'invite qu'à une seule chose, se glisser sous la couette avec un bon livre, mais je ne vais pas faire ça puisque j'attendais désespérément que la pluie s'arrête pour pouvoir aller promener Sam et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous proposer un update lecture. On va rester dans la thématique des livres, seulement je ne sais pas pourquoi je m'inflige ça puisque j'ai réalisé que le dernier remontait au mois d'août, c'était il y a 3 mois et depuis j'ai lu 20 livres, donc autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai du boulot, donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais reprendre là où je m'étais arrêtée il y a plusieurs semaines puisque vous vous souvenez peut-être qu'à la fin de mon update lecture, je vous avais indiqué que j'avais commencé la série Shadow Me de Taira Mafi, je ne sais pas comment on doit prononcer son prénom. D'ailleurs à ce sujet je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque comme d'habitude tous les titres dont je vais vous parler seront listés et s'ils sont également traduits en français ça sera indiqué aussi. Je vous avais expliqué en début d'année pourquoi je ne lis qu'en anglais, je vous proposerai un petit résumé directement en barre d'infos pour ne pas me relancer dans cette explication. La dernière fois que je vous avais parlé j'avais lu le tome 1, la nouvelle qui se situe entre le tome 1 et 2 donc la 1.5 ainsi que le tome 2 et j'ai continué par la nouvelle 2.5, puis le tome 3 ainsi que le tome 4 puisqu'il n'y a pas de nouvelle qui a été glissée entre ces deux tomes là. J'afficherai les couvertures à l'écran puisque je les ai lues directement sur ma liseuse et à vrai dire je n'ai même pas réussi à noter ces livres sur Goodreads tout simplement parce que je ne sais pas quelle note leur donner. En fait, j'ai l'impression que ça ne correspond pas du tout à ce que je recherche en matière de lecture. C'est vraiment de la littérature jeunesse, il faut dire ce qui est. C'est catégorisé dans du YA en anglais, mais sincèrement, je ne trouve pas que ce sont des livres jeunes adultes parce que je pense que ça pourrait plutôt plaire à un public adolescent en fait. Je me dis que si j'avais commencé cette série et si j'avais lu cette série quand j'avais 15 ans, peut-être qu'elle m'aurait vraiment plu, mais là vous voyez j'en suis à peu près à la moitié et je m'ennuie mais à mourir quoi. Du coup je n'ai toujours pas pris de décision concernant le fait de continuer ou non, mais sincèrement je n'arrive pas à m'attacher aux personnages, je les trouve hyper immatures et l'écriture n'est pas exceptionnelle, loin de là, je dirais même qu'elle est pas très bonne. Le problème de répétition que j'avais évoqué dans ma dernière vidéo s'est calmé, c'est déjà ça, on va dire que c'est moins pire que dans les premiers tomes, même s'il y en a encore de temps en temps, et je sais pas si c'est le style qui me dérange ou alors l'histoire qui finalement me passionne pas. Je sais qu'on a tous et toutes des goûts très différents en matière de séries, de films, de livres, etc. Mais là j'avoue que ça correspond pas à ce qui me plaît, j'arrive pas à m'évader en lisant ça, donc je pense que pour le moment je vais laisser cette série de côté. Si vous voyez pas du tout de quoi je parle parce que vous avez loupé mon précédent update lecture, dans cette série Shadow Me, on suit Juliette qui a 17 ans, qui a une capacité un petit peu étrange qui l'a beaucoup dérangée toute sa vie, à savoir que quand elle touche quelqu'un, et bien cette personne décède et du coup c'est vraiment une série dans un monde dystopique, etc. Donc les prémices étaient pourtant assez originales mais j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi donc je vais passer à autre chose pour le moment. Alors ensuite je vais passer à d'autres livres que j'ai également lus sur ma liseuse, seulement je suis revenue à mon genre de prédilection, à savoir la romance. J'avais beaucoup entendu parler d'une autrice auto-publiée il me semble, indépendante, qui s'appelle Laura Pavlov, qui propose des séries vraiment dans des petites villes qui correspondent tout à fait à ce que j'aime lire. Ça c'est le genre d'histoire qui me permettent de m'évader et tout ça. Et du coup j'ai commencé la série, enfin je l'ai même bien avancée puisque j'ai lu 3 tomes dans la série Cottonwood Cove. Je reprends mes notes pour ne pas vous raconter n'importe quoi. D'ailleurs est-ce qu'on peut parler une seconde de mon petit carnet Paul & Joe avec des petites têtes de chat? Je l'adore, il est incroyable. Bref, j'ai donc lu le premier tome Into the Tide, je suis passée au deuxième tome Under the Stars et enfin On the Shore qui est le 3e tome. Le 4e vient de sortir et il me semble même que le 5e est prévu pour avant la fin de cette année, donc il va falloir que je lise parce que dans l'ensemble j'ai passé un très bon moment. Donc j'ai donné 4 étoiles sur 5 au premier tome, 3,25 au deuxième, c'est vraiment celui qui m'a le moins plu. Et par contre je pense que mon livre préféré dans cette série ça a définitivement été le 3e qui était assez original, je vais vous en reparler, auquel j'ai donné 4 étoiles 25, donc une très bonne note. Donc comme je vous l'expliquais, on est ici sur une série qui se déroule dans une petite ville en bord de mer, qui est assez atmosphérique, qui permet vraiment de bien s'évader si c'est ce que vous appréciez aussi. J'ai vraiment adoré, si vous voulez, l'ambiance que l'autrice a créée. Il y a de nombreux personnages secondaires qui sont introduits au fur et à mesure et en fait on
suit principalement une famille avec des frères et des sœurs, il y en a plusieurs, et en fait chaque livre va se concentrer sur un frère ou une sœur parmi cette fratrie, on va dire. Donc dans ce premier tome, Into the Tide, on suit Hugh et Lila. Hugh fait donc partie de cette fameuse fratrie dont je vous parlais, et en fait il va tomber amoureux de la petite sœur de son meilleur ami. Donc on est un peu sur une romance taboue qui n'était pas trop prévue, mais c'était franchement très sympa. Ensuite le deuxième tome c'est Under the Stars. Cette fois-ci on va suivre Georgia, si je me trompe pas, attendez, parce que les prénoms, il y en a beaucoup là, avec 20 livres, il faut que je m'en souvienne. Oui, c'est bien ça, comme quoi j'ai une bonne mémoire. Donc dans ce deuxième tome, on va suivre Georgia, qui est un peu l'esprit rebelle, on va dire, de la famille. Mais alors ce tome-là m'a beaucoup moins plu, parce que on est tombé dans un niveau de cliché, mais digne d'un mauvais film de Noël. Alors c'était pas agréable à lire, si vous voulez, j'ai quand même passé un bon moment, mais là il fallait vraiment se détacher de la réalité parce que c'était grotesque en fait comme situation. Évidemment il y a un très riche célibataire qui débarque dans cette petite ville dans laquelle il va lancer une maison d'édition, ou en tout cas il va implanter sa maison d'édition à cet endroit-là, évidemment, et du coup Georgia va postuler pour le poste d'assistante, sauf qu'en fait pendant tout l'entretien, mais elle est odieuse, mais je me dis à quel moment il l'a recrutée. Elle fait des remarques incroyables, à dormir debout, enfin bref, et donc du coup c'est évidemment leur romance à tous les deux. Je pense que vous comprenez pourquoi je vous disais qu'on tombe dans un niveau de cliché mais ahurissant. Après franchement c'était pas nul ou désagréable, ça m'a quand même plu, c'est juste que j'ai un peu eu cette impression de me poser devant un très mauvais film, mais j'ai bien rigolé, écoutez, j'ai déjà lu pire. Et enfin, le troisième tome m'a très agréablement surprise parce que je trouve que l'histoire était hyper originale, en fait j'ai jamais lu ça avant. On suivait donc ici Brinkley, un prénom très étrange d'ailleurs, qui est une journaliste spécialisée dans le milieu du sport, et en fait elle vient de se faire virer, donc elle retourne dans sa petite ville natale, sauf qu'en fait elle va croiser la personne qui est responsable du fait qu'elle n'ait plus d'emploi, puisqu'il s'agit d'une star du football américain. C'est lui qui a demandé à ce qu'elle quitte la dernière conférence de presse organisée, ça n'a pas du tout plu à ses employeurs, d'où le fait qu'elle se retrouve sans emploi, et en fait on va évidemment au fil de cette histoire comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pas grotesque ou irréaliste si vous voulez, au contraire c'est tout à fait une situation qui aurait pu potentiellement se produire, et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce tome-ci. Alors ensuite je vais passer très vite sur l'un des pire livre que j'ai lu de toute ma vie. En fait, j'ai l'impression que parfois il faut que j'arrête de me faire influencer par la hype autour de certains livres ou certaines séries, etc. Parce que c'est là où je me rends compte que les goûts et les couleurs, mais mon dieu, je regarde beaucoup de booktubeuses américaines qui recommandent des titres pour que je puisse découvrir des nouvelles autrices, etc. Et en ce moment, la grosse tendance, c'est la dark romance. Donc comme son nom l'indique, eh bien ce sont des romances avec un aspect un peu ou très sombre parfois. Alors il y a de tout dans ce genre là, mais moi je crois que j'ai commencé par le pire premier livre que j'aurais pu choisir. C'était God of Malice de Rina Kent. Oh mon dieu, j'ai pas les mots. En fait dès le premier chapitre j'aurais dû arrêter, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit mais tout le monde en vante les mérites, donc peut-être qu'il y a un truc incroyable dans ce livre, que ça va être top, etc. Donc je me suis forcée, je l'ai terminé, mais faut que j'arrête de faire ça. J'aurais dû arrêter ma lecture en fait, parce qu'il n'y a strictement rien qui m'a plu dans cette histoire. J'ai mis 1 étoile sur 5 sur Goodreads parce que je ne pouvais pas mettre 0, mais sincèrement c'est un livre qui mérite 0 étoile selon moi. C'était une catastrophe. Alors évidemment tout son contenu m'a dérangé, parce que si vous voulez, en dark romance je suis capable d'accepter beaucoup de choses. Par exemple la série You avec un stalker, bah c'est assez fascinant, il y a un truc où on se prend au jeu, on a envie de savoir la suite, pas de problème, il peut y avoir des meurtres, il peut y avoir une ambiance un peu FBI, etc. Ok, mais en fait j'ai réalisé qu'à partir du moment où on fait du mal à des femmes, où il y a, je sais pas, des enlèvements, des trucs de torture, des trucs horribles ou gore, ce n'est pas du tout fait pour moi. Et en fait dans ce livre, la notion de consentement est inexistante. Et là je me suis dit ah non, en fait c'est au-delà de mes limites si vous voulez. Donc je me suis forcée, et en fait j'aurais jamais dû, parce que c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Donc voilà. On passe à autre chose. Je suis donc repartie sur 2 lectures en matière de romance beaucoup plus traditionnelles, puisque c'est ce qui me plaît. J'avais envie de good vibes, d'un truc un peu fluffy, etc. Donc pareil, j'ai découvert une nouvelle autrice qui est Kay Stevens. Oh mon dieu, mais c'est quoi ces prénoms? Je suis sûre que c'est un pseudo parce que c'est pas possible autrement. Mais du coup j'ai commencé par Springtide, et j'ai ensuite lu le second tome au sein de cette série, et d'ailleurs c'est
pour le moment les deux seuls livres qui sont proposés, qui s'intitule Fault Line. Donc cette série a très bien commencé avec Springtide auquel j'ai donné 4 étoiles 25 sur 5, j'ai passé un très bon moment. On est ici sur une histoire qui commence par du fake dating entre deux étudiants, donc Harper et Lucas. Évidemment ils arrivent à cet arrangement puisque chacun y trouve son compte comme c'est souvent le cas dans les histoires de fake dating, mais j'ai trouvé que c'était super bien amené. Pareil, les prémices on va dire de l'histoire étaient assez originales. Donc on suit ici Harper qui est étudiante kiné en fait, et Lucas qui va avoir besoin d'un petit peu d'aide puisque il est joueur de foot, il va se blesser, et voilà en gros comment ça commence. Seulement comme je vous l'expliquais, c'est pas uniquement une lecture légère, j'ai trouvé que le personnage de Lucas notamment était hyper bien ficelé. J'ai eu beaucoup d'empathie pour lui parce que on sent que c'est un jeune adulte qui se met énormément de pression, qui enchaîne les petits boulots histoire de s'en sortir et qui a des objectifs, mais il est vraiment pas sûr de pouvoir y arriver, notamment parce qu'il a constaté que la vie lui mettait pas mal de bâtons dans les roues, et du coup c'est pour ça que je vous recommande vraiment ce livre. En revanche malheureusement je n'ai donné que 3 étoiles au deuxième tome qui est donc Fault Line, tout simplement parce que on était sur une histoire de compétition académique on va dire entre deux étudiants, mais c'était très répétitif, beaucoup moins empreint d'émotion, l'histoire était moins originale et en fait je sais pas, j'ai pas autant apprécié la dynamique entre les deux, donc malheureusement celui-ci n'est pas mémorable pour moi, même si j'ai pas passé un mauvais moment, c'était pas extraordinaire non plus. Allez, je passe enfin à un livre papier puisque je me suis replongée dans la série à Cotard, donc A Court of Thorns and Roses. Vous vous souvenez peut-être que dans mes précédentes update lectures je vous ai parlé des 3 premiers tomes que j'ai lus qui sont beaucoup plus longs que ça, parce que regardez le prochain qui m'attend, oh, mon dieu, le pavé de dingue. Bref, donc celui-ci c'est le 4e tome et sincèrement comme tout le monde le dit, ça se voit en plus, c'est vraiment un tome de transition entre on va dire la première partie et ce tome-ci. Je lui ai donné 2 étoiles et demie sur 5. Pour moi ce livre ne sert vraiment pas à grand chose. Tout le monde disait que c'était un tome de transition en fait, et c'est réellement le cas. Il ne se passe quasiment rien, j'ai l'impression de n'avoir rien appris de particulier, en tout cas ça n'a rien apporté à l'histoire je trouve, donc bon bah écoutez, je l'ai lu, hein, on peut le dire, ça va me permettre d'entamer ce tome-ci que je redoute beaucoup, non pas parce qu'il est long, bon sincèrement ça m'angoisse un peu parce qu'on a l'impression de lire presque 3 livres en un, n'est-ce pas, mais ce qui m'angoisse c'est que, je ne sais pas comment le dire gentiment, mais les 2 sœurs dans cette saga, à savoir Nessa et Hélène, je les déteste. Mais je les déteste. Elles sont odieuses et je sais que ce tome est dédié à Nessa et en fait j'ai très peur de lire, je sais pas, de son point de vue ou à propos d'elle, parce que je m'en fous mais royalement en fait. Je l'apprécie tellement pas en tant que personnage que je me demande qu'est-ce que Sarah J Maas va bien pouvoir raconter à son sujet à travers ces centaines et ces centaines de pages. Donc on en reparlera, je vais essayer, on verra bien si ça me plaira. Au mois de septembre, lorsque j'ai pris l'avion pour aller à New York avec CeraV et évidemment à mon retour à Paris, j'ai lu The Infinity Between Us de N.S. Perkins. D'ailleurs j'ai pris une petite photo pour vous dire que j'étais en train de lire ce livre et elle est adorable. En fait cette autrice est également une autrice autopubliée qui est canadienne, qui m'a même dit que la traduction en français de ce livre ne devrait pas tarder à arriver. J'ai trouvé ça trop cool, hyper sympa, en plus ça me permet de partager une info du coup intéressante avec vous. Donc franchement ça lui a donné des points bonus parce que j'adore découvrir que des autrices sont hyper sympas, mais vous savez quoi, j'ai vraiment adoré cette lecture, je lui ai donné 4 étoiles et demie sur 5, j'ai passé un super bon moment. C'est une nouvelle fois une histoire qui se déroule en bord de mer, dans une maison de vacances, c'est hyper atmosphérique et en fait je réalise à quel point j'adore ces lectures. Toutes celles qui se déroulent à la mer, à la montagne, au bord d'un lac, généralement je passe un très bon moment et là c'était une nouvelle fois le cas. Donc on suit ici Violet et Will qui vont se recroiser dans cette fameuse maison de vacances qui appartient à leur famille respective des années après avoir complètement coupé les ponts. Ça fait des années qu'ils n'ont volontairement pas été en contact puisque quand ils étaient beaucoup plus jeunes, ils étaient hyper proches, vraiment meilleurs amis, et en fait il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient adolescents et ils ont coupé les ponts, et évidemment cette histoire va dérouler le pourquoi du comment, même si j'ai deviné très tôt ce qu'il s'était passé. C'est pas un thriller, c'était pas dramatique si vous voulez d'avoir deviné, puisque j'avais quand même envie d'en savoir plus, j'avais envie de découvrir un peu la dynamique entre les deux, et c'est vrai que c'était
très bien ficelé, c'était une très jolie histoire. Donc voilà pourquoi je lui ai donné une très bonne note. Alors ensuite, vous avez sûrement déjà aperçu ces livres sur ma chaîne puisque c'est une série qui avait très bien commencé. J'avais adoré Things We Never Got Over de Lucy Score. J'avais un peu moins apprécié ce deuxième tome, mais en fait dans ces différentes histoires, on a pu apercevoir deux personnages secondaires qui font partie du groupe d'amis, qui sont Lucian et Sloane, qui sont deux personnages qui se détestent, qui étaient toujours en train de s'envoyer des pics, qui avaient apparemment un passif, mais on savait pas trop qu'est-ce qui s'était passé puisqu'ils se connaissent depuis qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Et donc le troisième tome, c'est leur histoire. Dès qu'il est sorti, je l'ai téléchargé sur ma tablette et je l'ai lu. Et malheureusement, ça a été une déception mais totale. Je pense comme pour de nombreuses personnes d'ailleurs, parce que je m'attendais à bien plus que ça. Ça a très bien commencé, on a eu un aperçu en effet de ce qui les a amenés à se détester autant et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient jeunes, mais je m'attendais, si vous voulez, à je sais pas, un lien émotionnel beaucoup plus fort. Là j'ai eu l'impression, si vous voulez, que pendant 20%, 30% du livre, c'était génial, et puis en fait, c'est retombé comme un soufflé. Je lui ai donné 2 étoiles et demie sur 5, tout simplement parce que j'en attendais beaucoup plus, donc écoutez, malheureusement, le premier tome reste vraiment mon préféré. Alors ensuite, j'ai lu Little Lies de Helena Hunting, qui est également une autrice que je n'avais jamais lue auparavant, et malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné pour moi. J'ai donné 2 étoiles sur 5 à ce livre. J'ai pourtant vraiment apprécié sa plume. J'ai passé, on va dire, un bon moment de lecture parce que j'ai apprécié en fait l'histoire qu'elle a essayé de mettre en place. C'était assez original. Seulement, il y a eu malheureusement beaucoup trop de scénarios qui sont répétés. Ça a un peu tourné en boucle. Et donc, ça a très bien commencé et après, c'est retombé comme un soufflé. J'essaierai quand même de lui redonner sa chance parce que je suis sûre que c'est lié à la situation de ce couple en fait. C'est vraiment ça qui m'a dérangée. On suit ici, comment il s'appelle? Ah oui, Kodiak. Non mais déjà, il fallait que je m'en doute. Non mais c'est quoi ce prénom Kodiak? Bref, on suit ici Kodiak et Lavender qui sont meilleurs amis d'enfance, qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, puisque leurs parents respectifs sont également amis, et en fait ils ont vraiment grandi ensemble. Seulement, je crois qu'ils ont 1 ou 2 années de différence, et lorsque Kodiak s'apprête à rentrer au collège, si je me trompe pas, les parents réalisent à quel point leur amitié n'est pas saine du tout, parce qu'ils sont en fait en train de développer une relation de codépendance, et ils mettent un stop à tout ça, et donc leurs chemins se séparent, ils ne se côtoient plus, et ils vont se revoir une fois qu'ils arrivent à la fac en fait. Pour mieux vous expliquer, et c'est pas un spoil parce que ça intervient dès le tout début du livre, lorsqu'elle était toute petite, Lavender a failli se faire enlever, tout est bien qui finit bien, elle est passée à ça, mais finalement elle retrouve sa famille, et après cet événement traumatique, eh bien elle se repose vachement sur Kodiak, et inversement, en fait c'est pour ça qu'ils vont devenir aussi proches, et c'est pour ça qu'à un moment leurs parents finissent par tirer un peu la sonnette d'alarme, et on comprend, si vous voulez, pourquoi eh bien, des années après ne plus s'être côtoyés, ils se détestent en fait. Et on va suivre évidemment leurs retrouvailles, etc. Et comme je vous le dis, le problème c'est que chaque conflit était hyper répétitif. J'avais vraiment l'impression que c'était chamaillerie sur chamaillerie, et parfois en fait c'était assez mal amené malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est pas un livre mémorable non plus. Alors ensuite je suis passée à un livre qui, grâce à vous d'ailleurs, je vous remercie, m'a sûrement réconciliée avec l'autrice Mariana Zapata, puisque j'en entends parler depuis des années, et en fait l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que je vous avais expliqué que j'avais lu The Wall of Winnipeg and Me, et en fait j'ai détesté ce livre. Pour vous expliquer ce qui m'a dérangée, c'est donc censé être une romance, ok? Seulement c'est un livre qui est non seulement très long, mais en plus les 2 personnages principaux ne se parlent quasiment pas. Pendant, je pense, la moitié du livre, ils ont dû échanger, et encore c'est gentil, 20 mots. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en apprend plus sur les personnages secondaires et sur leur quotidien que, si vous voulez, leur relation ou qu'est-ce qui est en train de se créer? C'était dramatique. J'ai vraiment détesté ce livre-là, et donc j'avais très peur de me lancer dans une autre lecture, mais finalement j'ai lu From Lukov with Love, qui m'avait été recommandé par vous et que j'avais vu passer aussi sur Goodreads ou dans des vidéos, etc. Et j'ai été agréablement surprise. Cette fois-ci, les 2 personnages principaux passent du temps ensemble, ce qui est déjà un très bon début, n'est-ce pas? Généralement dans une romance on apprécie. Je lui ai donné 3 étoiles 75 sur 5. Tout simplement parce que ça m'a plu, j'ai pas développé une obsession incroyable pour le livre, donc ça méritait pas beaucoup plus selon moi je pense, mais on suit ici 2 athlètes qui font du patinage artistique, qui
en gros vont se retrouver à devoir faire un duo ensemble pour une compétition, sauf qu'ils s'apprécient pas du tout. J'ai adoré le personnage principal féminin qui est Jasmine, c'est ça, et j'ai moins apprécié le personnage principal masculin qui est Ivan, je crois. Oh là là, mon dieu, tous ces prénoms. Ivan, c'est bien ça. Il a notamment eu certaines réactions qui m'ont un petit chouïa dérangé quand même, qui n'était pas tout à fait normal, mais dans l'ensemble c'était une romance qui restait assez fun, mignonne, et j'ai passé un bon moment, donc ça c'était cool. Et si vous vous demandez ce qu'il est en train de se passer, je ne sais pas, le ciel est en train de nous tomber sur la tête, visiblement il n'y a plus aucune lumière. Ensuite je vais passer très rapidement sur ces livres que vous allez sûrement reconnaître de ma dernière vidéo favori, puisque j'ai continué la saga Lore Olympus. Je vous l'ai déjà dit, j'adore cette bande dessinée. C'est sûrement ma bande dessinée préférée de tous les temps. J'adore les illustrations, la réécriture de cette histoire qui est tournée de façon beaucoup plus moderne. C'est beau, c'est poétique, il y a des thèmes qui sont assez difficiles, qui sont abordés, mais avec tellement de finesse et de délicatesse. Franchement, je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de vous lancer dans la lecture de Lore Olympus. Sachez que cette bande dessinée, vous pouvez la consulter gratuitement sur Webtoon. Personnellement, je suis tellement fan que je voulais absolument les objets livres dans ma bibliothèque parce que ils sont beaux, j'aime me plonger là-dedans sans avoir à sortir un écran. Et du coup, je pense qu'un jour, je les aurai tous dans ma bibliothèque, en tout cas lorsque tous les tomes seront sortis. Donc j'ai lu le tome 4 ainsi que le tome 5. Ah, et d'ailleurs, il serait peut-être bon de préciser qu'il s'agit d'une réécriture et même d'une réinterprétation de l'histoire de Hadès et Perséphone, qui sont des dieux de la mythologie grecque. Bon, puisque je suis lancée sur la thématique des dieux grecs, je vous avais annoncé dans ma dernière vidéo favori que je m'étais lancée dans cette lecture, parce que lorsque j'ai terminé du coup le tome 5 de Lore Olympus, je voulais continuer, si vous voulez, à évoluer dans cet univers. J'aime tellement ça que je me suis souvenue que dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire, j'avais A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, qui est également une réécriture de l'histoire de Hadès et Perséphone. Et vous savez quoi? 5 étoiles. Mais j'ai adoré. Et en plus c'était pas gagné parce que quand j'ai ouvert le livre et j'ai vu que c'était à la 3e personne, je me suis dit oh non, généralement je déteste les livres qui sont écrits à la 3e personne, et là je pense pour la première fois ça ne m'a absolument pas dérangé. J'ai lu 10 pages et j'ai fait ok, c'est bon, j'ai déjà oublié. Les personnages sont tellement bien ficelés, l'histoire elle est fun parce qu'on retrouve, si vous voulez, évidemment ces différents dieux grecs et déesses grecques dans un monde moderne, auprès des humains et tout. C'est très bien fichu, donc du coup j'ai déjà commencé le 2e tome. La seule chose peut-être que je regrette un petit peu, c'est que j'ai appris qu'en fait on va suivre l'histoire de Hadès et Perséphone durant plusieurs tomes, et finalement celui-ci était tellement réussi que je suis pas convaincue de vouloir une suite. J'aurais presque aimé que au sein de cette série on suive d'autres dieux et déesses. Bon, apparemment c'est pas le cas, on les suit en tant que personnages secondaires, mais il va y avoir une suite à cette histoire principale, donc j'espère juste que ça va pas mal tourner. Parfois lorsqu'il s'agit de séries c'est un peu comme ça que ça se passe, donc je vais croiser les doigts. Pour le moment je passe justement un bon moment avec mon 2e tome. Je reprends ma petite tablette puisque j'ai terminé 3 livres dessus récemment. Alors là ça va être une mauvaise nouvelle, ne me jetez pas des cailloux, surtout si vous en avez beaucoup entendu parler, parce que c'est un livre qui a un peu fait le buzz quand même. Apparemment, alors j'en sais rien parce que je suis pas dessus, mais c'est une fille qui est sur TikTok qui a écrit un livre qui s'intitule donc Powerless, ok? Alors, je me suis lancée parce que je me suis dit, écoutez, ce livre fait le buzz, apparemment il est incroyable, j'en avais entendu beaucoup de bien, surtout de youtubeuses américaines que je suis. Oh, je sais pas quoi vous dire, à part qu'il faut absolument que j'arrête avec la littérature jeunesse, parce que ça, c'est un livre, encore une fois, qui, je pense, plaira principalement à des ados qui ont 15, allez, peut-être 16 ans maximum, mais je pense que si j'avais lu ce livre au lycée, j'aurais sûrement passé un bon moment, sauf que là aujourd'hui, vous savez, quand vous dites je suis trop vieille pour ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc vraiment la littérature YA, et vous allez voir il y a aussi un autre livre dont je vais vous parler d'ici quelques minutes. Il faut que j'arrête, en fait il faut que je reste dans un univers qui me plaît et que je me tourne vers ce qui me plaît habituellement, parce que là je me force en fait à lire des trucs qui me correspondent même pas. Donc ce qui est assez dramatique avec cette histoire, c'est que ça a plutôt bien commencé aussi, je me suis dit il y a du potentiel, et après ça a été cata jusqu'à la fin, et en fait la fin a tout ruiné tellement c'était cliché. Bref, je vous passe les détails. En gros dans cette histoire on suit Paydin,
je sais pas comment je suis censée prononcer ça, qui vit dans un monde une nouvelle fois complètement dystopique où il y a des personnes qui ont des pouvoirs et d'autres qui n'en ont pas, qui ont donc été exilées ou tuées ou qui se cachent. Voilà. Donc vous doutez bien qu'elle fait partie des personnes qui n'ont pas de pouvoir, mais elle arrive grâce à un petit subterfuge que son papa lui a appris à faire croire aux gens qu'elle possède un pouvoir. Et en fait, dans ce royaume, la couronne organise une fois tous les, je sais pas, plusieurs années, 4 ans on va dire, ou 5 ans, ou je sais pas combien, et bien des jeux, une compétition où des jeunes sont recrutés pour combattre. Et là vous allez me dire, mais c'est pas des Hunger Games ça? Eh ben j'ai envie de vous dire, si. C'est-à-dire que je ne suis même pas une fan de The Hunger Games, je crois que j'ai juste vu le premier film, et c'est tout. Et malgré ça, malgré le fait que je m'en souvienne que vaguement, ça m'a vachement dérangée, parce qu'en fait c'est une pâle copie de The Hunger Games, donc en partant de là, ça commençait déjà très mal. Non pas que c'est pas bien The Hunger Games, c'est juste que ça existe déjà, donc créer un truc qui n'existe pas, créer un truc plus original ou apporter-y quelque chose, parce que là j'avais vraiment la sensation qu'il y a certaines scènes qui étaient tout à fait similaires, on va dire. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui m'ont dérangée, parce que parfois on atteint un niveau de cliché pas possible, les personnages sont pas très matures. L'héroïne principale, parfois j'avais envie de la secouer et de lui dire mais youhou. Bref, donc rien que cette sensation, c'était pas très agréable. J'ai bien aimé la dynamique entre le couple, si vous voulez, évidemment, qu'on amène petit à petit dans l'histoire, mais évidemment, comme dans la plupart des romans YA, eh bien, il y a aussi une sorte de triangle amoureux un peu douteux qui se met en place, mais ça n'apportait rien et c'était surtout très étrange parce que ce sont deux frères qui sont très proches qui sont concernés et ils parlent beaucoup, mais à aucun moment ils s'adressent la situation, à aucun moment ils se disaient au fait... Bref, donc ça, je me suis dit oh là là, et alors la fin, mais non. Juste non, donc voilà pourquoi 2 étoiles sur 5. Allez, tant que j'y suis, et pour terminer sur une note positive après, je vais vous parler du coup du deuxième roman YA qui fait vraiment le buzz en ce moment, dont énormément de personnes que je suis ont parlé. Vous vous souvenez peut-être que je vous ai déjà parlé de cette autrice, donc Jennifer Lynn Barnes, parce que j'ai lu l'année dernière, tout début de cette année, non l'année dernière je crois, The Inheritance Games, qui est aussi une série quand même assez jeune, mais dans laquelle on retrouve des énigmes, du mystère, et du coup ça m'a pas dérangée si vous voulez. Là par contre je me suis lancée dans une série qui s'intitule The Naturals, qui a été écrite avant cette fameuse série dont je vous parle, et là malheureusement ça m'a beaucoup dérangée. Les prémices de cette histoire, c'est vous prenez Criminal Minds mais avec des adolescents, et ils sont recrutés par le FBI pour travailler sur différentes affaires avec des tueurs en série, etc. Donc pourquoi pas? Le problème c'est que les personnages sont détestables, odieux, ils ont un melon comme ça et ça m'a vraiment beaucoup dérangé de voir ça parce qu'en fait ça en devenait tellement pas plausible, déjà que le FBI se tourne vers des ados pour résoudre des enquêtes. C'est un peu limite, mais là c'était tellement gros que ça posait un problème. Et en plus, comme dans beaucoup de livres en littérature jeunesse, et je pense que c'est le genre de truc dont on se rend compte quand on est plutôt adulte en fait, parce que encore une fois si j'avais lu cette série quand j'étais au lycée ou même au collège, je pense que j'aurais pu apprécier, mais là aujourd'hui il y a certains trucs si vous voulez qui flashent comme ça lorsque je lis et je me dis c'est juste pas possible, notamment le timing de cette histoire. Il y a un vrai problème parce que c'est à dire que les personnages se rencontrent et 2 jours plus tard on a l'impression qu'ils se connaissent déjà par cœur et qu'ils se connaissent depuis 15 ans alors que non, en fait, vous venez tout juste de vous dire bonjour, et ça, c'est le genre de truc qui me dérange aussi. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, il y a aussi une sorte de triangle amoureux bien foireux qui a commencé à être mis en place. Donc là, ça me fait une nouvelle fois dire que je doute sincèrement que je continuerai avec cette série. Et du coup, comme promis, je vais terminer sur une note plus positive. J'ai terminé la série Chestnut Springs de L.C. Silver, que j'ai beaucoup apprécié pour certains tomes, beaucoup moins pour d'autres, mais j'imagine que comme ça tout le monde y trouve à peu près son compte. J'ai donc lu Hopeless, auquel j'ai donné 4 étoiles sur 5, qui est quand même une très bonne note. Contrairement aux autres livres dans cette série qui étaient hyper fun, assez légers, etc., j'ai trouvé que celui-ci était beaucoup plus empreint d'émotion. Les personnages étaient mieux ficelés, ils étaient un peu cassés, mais pas cassés au point où ça en devient déprimant. Au contraire, j'ai vraiment trouvé que eh bien, le fait de se soutenir l'un l'autre, ça les a vachement aidés. J'ai trouvé ça beau à lire, vraiment, j'ai passé un bon moment.
Donc je suis assez triste que cette série soit terminée parce qu'on retrouvait vraiment cet esprit assez familial avec justement des personnages qu'on avait suivis pendant plusieurs livres et puis ce côté petite ville, etc. Mais voilà, c'est bon, c'est fini. Donc à part peut-être me lancer sur d'autres livres que cette autrice a écrit, il faudrait que j'attende qu'elle en sorte de nouveau. Sur ce, même si j'ai l'impression qu'il fait presque nuit dehors, au moins la pluie s'est arrêtée. Je vais donc aller pouvoir promener mon petit Sam. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Comme ça, vous aurez eu mon retour sur certains de ces livres si vous les aviez repérés. N'hésitez pas à m'en recommander d'autres directement en commentaire ci-dessous. Je suis preneuse de toutes les bonnes romances que vous avez dans vos listes parce que c'est vraiment ce que je préfère lire. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.